Bonjour à toutes et tous. Nous allons parler de mobilité. Bienvenue au Monde Nouveau pour cette première table ronde après l'inauguration avec Olivier Biscay. Donc moi je suis Frédéric Maillet, journaliste à Midi Libre, facultativement, c'est pas facultatif, mais chef d'agence à Millau. Mais auparavant, j'ai été une douzaine d'années en poste à Montpellier. Et j'ai beaucoup écrit et travaillé sur la mobilité. Voilà, donc c'est un sujet que je connais un petit peu. Donc là, nous allons donc parler de la mobilité quotidienne. Quels outils pour créer des villes durables et accessibles? Avec Christelle Guillon, bonjour. Vous êtes donc responsable mobilité et gaz vert au sein de la direction opérationnelle investissement et réalisation de l'AREC Occitanie. Donc juste pour placer un petit peu le débat, l'AREC en quelques mots. Oui, bonjour. L'AREC, c'est l'Agence régionale énergie-climat. Donc, c'est l'outil de la région Occitanie pour accompagner les territoires dans leur transition énergétique et climatique. Et du coup, on intervient à la fois en conseil, en ingénierie de la transition, et puis aussi en tant qu'investisseur d'intérêt régional sur toutes ces thématiques. D'accord, donc vous êtes une émanation de la région directement. Voilà, exactement, pour accompagner dans son ambition REPO, cette région à énergie positive en 2050. D'accord, et créé depuis Ça fait 5 ans. 5 ans. Et on a une cinquantaine de collaborateurs entre Toulouse et Montpellier. D'accord. On va dire bonjour aussi à monsieur Asseraf, Albert Asseraf, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur général de JC Deco, en charge des nouveaux usages et de la communication. Donc en quelques mots, nouveaux usages, communication on sait ce que c'est, mais les nouveaux usages. Nouveaux usages, c'est en fait d'imaginer comment les villes vont se transformer et ce qu'on peut apporter demain comme type de service, d'innovation, pour avoir toujours une vie plus confortable, plus simplifiée et plus agréable en ville. Et enfin, Madame Julie Fraîche, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée au transport et mobilité active. Donc pareil, les transports on comprend, mobilité active en quelques mots. C'est les transformations qui s'opèrent dans toutes les grandes villes en France et en Europe pour vraiment adapter les villes aux défis du 21e siècle, le changement climatique, l'amélioration de la qualité de l'air, et qui est aussi une transition qui doit être sociale pour essayer d'embarquer le plus grand nombre vers ces transitions qui quand même comportent un certain nombre de difficultés. Merci. Donc, sur la thématique générale, créer de nouvelles pistes cyclables sécurisées, de nouvelles lignes de tramway ou de trambus, là c'est propre à l'agglomération de Montpellier, rendre les transports en commun gratuits pour les résidents, sont autant d'outils mobilisés pour travailler à créer des villes durables, autant qu'accessibles. Et Madame Fraîche, quelles ont été et quelles sont les embûches pour avancer en ce sens? Alors je pense que la principale embûche, c'est la configuration de l'espace public. Ça veut dire que sur un même espace public, on doit finalement y mettre énormément de choses. On doit avoir des trottoirs larges pour que les piétons soient en sécurité. Il faut laisser de la place pour la voiture. Maintenant, il faut faire de la place pour aménager des aménagements cyclables sécurisés. Il faut végétaliser les villes, surtout sur les villes méditerranéennes où on sait que d'ici 2050, il y aura entre 50 et 60 journées d'intense chaleur supplémentaire. Il faut sécuriser le chemin de l'écolier, il faut faire de la place pour les personnes à mobilité active, donc faire des trottoirs parce qu'il y a beaucoup de rues qui n'en ont pas, ou les trottoirs ne sont pas assez larges, ou ils ne permettent pas à deux personnes qui sont en fauteuil roulant de pouvoir se déplacer côte à côte, mais l'une derrière l'autre. Il faut faire de la place aussi pour les terrasses, pour les commerces de proximité. Enfin voilà, donc en fait, il y a un certain nombre d'injonctions contradictoires et toutes ces injonctions se retrouvent sur un espace commun sur lequel il faut faire des choix. Donc, il faut accompagner cette transformation par une concertation. Alors, quand on n'est pas d'accord avec le résultat de la concertation, on me dit souvent qu'il n'y en a pas eu ou pas assez. On peut toujours faire mieux, mais en tout cas, ces aménagements, ils ont été concertés. Nous avons informé largement la population et des fois, il a
fallu faire des choix difficiles. Il y a aujourd'hui des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent moins. Donc il faut être en capacité aussi de pouvoir revenir en arrière, être agile, assumer de dire qu'il y a des choses qui prendront plus de temps qu'on ne l'aurait imaginé. Mais la première difficulté, c'est l'espace public dont nous disposons. Et Montpellier, de ce point de vue-là, est assez particulier parce que c'est une ville médiévale avec un écusson, des grands boulevards qui datent du 19e siècle et ensuite un développement exceptionnel qui s'est fait par construction de ZAC. Et c'est évidemment la politique d'urbanisme menée par Georges Frêche et Raymond Dugrand de Montpellier vers la mer. Donc il y a vraiment une configuration géographique et physique qui est particulièrement complexe parce que Montpellier a une croissance exceptionnelle en très peu de temps. Et donc aujourd'hui, on essaie finalement d'utiliser cet espace de manière la plus efficace. Et donc pour arriver à apaiser un espace public, à y faire rentrer un maximum de choses, il faut forcément opérer des changements de circulation. Et ces changements de circulation, ils changent les habitudes, donc ils provoquent des inquiétudes qui sont légitimes, des polémiques qu'on entend. On ne peut pas toujours y répondre positivement et donc il faut du temps pour que ces transitions se fassent le plus simplement possible. Et justement, pour faciliter cette transition, est-ce que vous vous inspirez ou vous échangez aussi avec d'autres villes de plus comparables, plus ou moins à Montpellier ? Oui, bien sûr. Encore hier soir, je rentrais de Strasbourg où j'étais aux rencontres européennes de la mobilité. Et donc, c'est l'occasion de faire des visites techniques, de découvrir un réseau qui est comparable au nôtre. Strasbourg, c'est 800 000 habitants. Nous en avons 500 000. C'est un réseau de tramway qui est extrêmement intéressant, qui est très bien maillé. C'est 500 000 voyageurs jour. Aujourd'hui, à Montpellier, nous sommes à 450 000 voyageurs jour. Nous en étions à 350 000 en 2019. C'est aussi les effets d'une politique incitative et volontariste. Tous les experts du transport n'ont qu'un seul objectif, c'est augmenter la fréquentation. En 6 mois, nous avons augmenté la fréquentation du réseau de transport de 28% grâce à sa gratuité. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord d'un point de vue philosophique sur la gratuité des transports. Mais aujourd'hui, c'est un fait. La gratuité des transports, en 6 mois, entre 2019 et 2024, quand Strasbourg augmente sa fréquentation de 3 ou 4%, et c'est un réseau absolument magnifique à Strasbourg. Hein. On a échangé, c'était extrêmement riche. Le dialogue est très riche de toute manière, mais à Montpellier, c'est pas 3-4%, c'est 28%. Alors après, vous me direz, on a d'autres problèmes, et ce sont des bons problèmes, c'est vrai, il y a du monde dans le transport, mais en tout cas, les résultats sont là, on fera le bilan à la fin du mandat, une fois que les travaux sont finis sur qu'est-ce que ça veut dire en termes de voitures en moins, qu'est-ce que ça veut dire en termes de qualité de l'air, mais en tout cas, en l'espace de 6 mois, on peut dire une seule chose, il y a beaucoup plus de gens qui prennent le transport bus et tram parce qu'il est gratuit. Merci. Christelle Guillon, l'AREC, on l'a dit, existe depuis à peu près 5 ans et remplit des micro-missions, entre guillemets, avec des financements de la région Occitanie. Sur quel type de projet et sur quel territoire ? Alors effectivement, en termes de mobilité, la REC va intervenir sur différentes échelles et différents sujets. Pour en illustrer quelques-uns, typiquement pour une commune, par exemple Toreil nous a demandé de les accompagner dans la réflexion sur une navette touristique bas carbone. Et du coup, on va vraiment travailler aussi sur cette partie concertation de collecte et d'analyse des besoins du territoire et des usagers, de proposition des solutions techniques qui sont possibles, de proposition aussi des modèles technico-économiques, et puis de proposition de scénarios de déploiement. Pour du coup, l'idée, c'est vraiment de donner les éléments à la collectivité pour prendre une décision de façon éclairée et en connaissance de cause. Et après, ça peut être aussi des échelles un peu plus grandes. Je veux dire, par exemple, une communauté de communes comme celle de la Haute-Ariège qui nous a demandé, qui nous a confié une étude sur le déploiement et l'étude d'opportunité de l'hydrogène sur son territoire. Donc, c'est vraiment mobiliser les acteurs, les accompagner dans leur prise de conscience des opportunités de l'hydrogène, donc analyser, diagnostiquer les différents usages, identifier les pertinences, les freins, et pour identifier là où ça peut être pertinent, et puis travailler ensemble sur des stratégies de déploiement. Et donc ça, c'est vraiment sur la partie plutôt conseil
conseil des collectivités. Et puis en tant qu'investisseur, on va pouvoir intervenir aussi sur un niveau type territoire métropolitain, par exemple sur Toulouse, où du coup on est co-investisseur sur la station de production et distribution d'hydrogène IPOR, hein, ou du coup aux côtés d'Engie, et qui permet de proposer localement une station de distribution de carburants alternatifs et qui permet de décarboner la mobilité sur le territoire métropolitain. Donc voilà, les bus, les VUL, les véhicules utilitaires légers, on voit qu'il y a un vrai intérêt sur tout là où il y a des usages un peu intensifs, ça peut être intéressant. Puis après, du coup, on travaille même au niveau de la région avec typiquement le projet Corridor H2, où l'idée c'est de travailler au maillage, parce que du coup, il y a un besoin ensuite de pouvoir retrouver ces carburants à différents endroits de la région pour tout ce qui est transport, du coup, un peu plus lointain d'un endroit à l'autre au travers de la région. Et vous avez employé le mot de pertinence. On a vu juste à la table ronde précédente que beaucoup d'entreprises assez novatrices existaient sur le territoire d'Occitanie. Donc vous mettez aussi en rapport certaines collectivités avec des entreprises qui pourraient contribuer à leur projet ? Exactement, oui. Une fois qu'on identifie par rapport à un usage donné la pertinence de ces solutions techniques, on va mettre en relation les usagers potentiels et les offreurs de technologies pour permettre d'aller plus loin. Et puis souvent il y a aussi la possibilité de rechercher des financements qui sont disponibles aujourd'hui, et puis pour pouvoir aller vers la concrétisation du déploiement des usages. Avec peut-être aussi, Madame Fraîche le soulignait, un peu de pédagogie à faire vis-à-vis des habitants des collectivités, parce que des changements, ça peut impliquer des lourds travaux de voirie, donc vous êtes un peu aiguillon là-dessus aussi ou... Exactement, c'est un vrai enjeu, ça, de pédagogie, de vulgarisation, notamment sur la partie hydrogène qui est quand même particulièrement nouvelle, qui peut faire peur, qui pose des questions, d'expliquer et de donner les arguments, de ne pas être dogmatique, mais de pouvoir vraiment identifier les endroits où ça peut être pertinent. Mmh. Monsieur Asséraf, l'entreprise JC Deco a notamment fait parler d'elle au début des années 2000, avec les premiers programmes de vélo en libre service. Avec le recul et l'expérience, quelles ont été les clés et quelles sont les clés pour que cela fonctionne sur la durée ? Alors j'espère avant tout qu'on parle toujours un peu de nous depuis les années 2000, hein, parce que tout ça est un peu loin, mais je voudrais juste rappeler peut-être quelques chiffres en introduction. Nous avons en effet développé des programmes de vélo en libre service dans 11 pays dans le monde, 70 villes, Norvège, Lituanie, Suède, Japon, France, Belgique. Donc on voit d'abord que c'est un phénomène particulièrement européen, même s'il y a quelques villes en dehors de l'Europe. Nos vélos en libre service ont parcouru plus de 2 milliards de kilomètres depuis le lancement, donc ce qui montre qu'il y a une appétence et une utilisation extrêmement importante. Et je rappelle que nous avions lancé, en effet, quand on parlait de nous dans les années 2000, c'était plutôt en 2007, le plus vaste programme de vélos en libre-service jamais lancé dans le monde, avec une même ville, Paris, et ses 20 600 vélos. Donc pour répondre à votre question, quelles sont, de notre point de vue, les clés du succès qui font qu'un programme de vélo en libre-service va être efficace? Le premier sujet, c'est bien sûr le vélo. Ça peut paraître un détail, mais un vélo qui va parcourir 10 000 km par an, et être utilisé en moyenne 8 à 10 fois par jour par des individus différents, doit être conçu très différemment d'un vélo du commerce. Un vélo du commerce, en général, c'est autour de 500 à 1000 km par an. Donc il faut qu'il soit robuste, il faut qu'il soit résistant, il faut qu'il soit sécurisé. Par exemple, aucun câble n'est apparent sur nos vélos. Tout passe par le cadre à l'intérieur pour qu'on ne puisse pas les casser, les abîmer, les couper, parce que la sécurité des freins est essentielle. Donc premier sujet, le vélo. Le deuxième sujet, c'est l'infrastructure. Alors, tout le monde n'a pas cette approche, puisque vous savez que les vélos en free floating se sont développés en France et dans le monde. Et d'ailleurs, on les voit beaucoup moins qu'à une époque. Nous, notre stratégie, c'est une stratégie d'infrastructure. C'est-à-dire avoir des stations, avoir des bornes qui permettent de localiser les vélos, qui permettent de les entretenir, de les maintenir, de les sécuriser dans les meilleures conditions. On a un système, par exemple, qui permet de bloquer à distance un vélo qu'un utilisateur a signalé comme défaillant. On le bloque. On ne peut plus l'utiliser. C'est pas possible ou c'est beaucoup plus complexe dès lors que vous n'avez plus un programme de station. Donc le vélo, l'infrastructure. Le troisième volet, c'est, je dirais, la partie soft. Le hard, on l'a vu, les vélos, les stations.
il faut avoir un système applicatif très efficace, c'est-à-dire que vous puissiez, à partir de votre application, faciliter votre usage du vélo. Patrick Trégou, notre directeur régional à Toulouse, qui s'occupe évidemment de Montpellier, me faisait ce matin une nouvelle démonstration de la nouvelle application des vélos de Toulouse. On voit bien qu'on peut tout faire. Savoir où est un vélo disponible, où est une station disponible. Je peux même bloquer un vélo à distance pour me le réserver pendant 15 minutes et ensuite le prendre dans ce délai pour l'utiliser. Donc le système applicatif est essentiel. Quatrième point, pour nous qui est essentiel, c'est l'intégration totale. C'est-à-dire que toutes les équipes sont des équipes JC2Co. Mécaniciens avec une école de mécanique, centre d'appel avec une école de formation. Rien n'est décentralisé, rien n'est exporté. Tout est fait localement avec nos équipes à nous. C'est de la réactivité maximum. Et on est certain dans ces cas-là d'avoir le meilleur niveau possible de sécurisation et de qualité du service. Dernier sujet évidemment, qui est majeur, c'est l'attractivité. Madame Fraîche parlait de la gratuité des transports publics, c'est l'attractivité du prix. Dès lors que vous faites un prix très bas pour les vélos, vous maximisez les utilisateurs, vous n'en faites pas un produit d'élite. Et pour vous donner un ordre d'idée, un trajet en vélo en libre-service chez Deco, c'est entre 1 et 3 centimes d'euros. Donc c'est négligeable dès lors que vous avez l'abonnement annuel. Alors bon, évidemment, il y a des exceptions avec notre abonné record qu'on ne connaît pas, puisque la CNIL ne nous le permet pas, mais qui fait entre 4700 et 4800 trajets par an. Ça veut dire 17 par jour. Bon, je ne sais pas ce qu'il fait. Peut-être que c'est son activité quotidienne ou qu'il en a fait un métier. Pas chez vous Non, il ne travaille pas chez nous, non. Mais en tout cas, j'aimerais bien savoir pourquoi il fait autant de trajets, mais je ne le saurais pas puisque la loi ne le permet pas. Et pour conclure, je dirais quand même, parce que c'est une reconnaissance de ce concept de vélo en libre-service, il fait l'objet aujourd'hui, notre modèle de vélo, d'un cas d'étude à Harvard, pour bien montrer que c'est un modèle qui a transformé la pratique du vélo dans certains pays européens. Et puis on est également assez fiers d'avoir notre vélo en libre-service exposé au musée des Arts et Métiers, à côté de la première drésienne de 1817, je crois, et du premier vélocipède de 1861. Voilà, c'est pour montrer que le vélo a sa vraie place en ville, aux côtés des transports publics, et dans certains cas, évidemment, d'autres modes de transport. Bien sûr. Vous avez fait allusion au début de votre intervention au côté européen de la chose, voire mondial. Vous avez cité le Japon, je crois. Mais avec l'évolution, est-ce que sur les années, vous vous êtes aperçu qu'il y avait des villes, des régions, je pense à la météo forcément, qui étaient plus répondantes, si j'ose dire, sur l'usage du vélo en libre service? Alors, d'abord du vélo tout court, parce qu'il faut une politique publique. Pour faciliter l'usage du vélo, il faut aussi des infrastructures urbaines qui permettent de sécuriser les trajets. En France, on a 60 000 km de pistes cyclables désormais. En 3 ans seulement, 2020-2023, on a eu plus de 10 000 km de pistes cyclables. Donc on voit bien que cet engagement politique favorise aussi beaucoup les déplacements. Mais la météo est pas, je ne sais pas si elle est aussi importante. Prenons le cas du Portugal, 1% des trajets à vélo, très peu. L'autre extrémité, les Pays-Bas, 27%. Bon, nous, la France, on est à 4 ou 5, on voit on peut encore progresser. Mais je crois vraiment que c'est un sujet de politique publique, de mise à disposition de l'offre. Et là, c'est l'offre qui va créer la demande. Et on le voit bien, nous, dès lors qu'on lance un programme de vélo en libre-service dans une ville dans le monde, les ventes de vélos explosent immédiatement. À l'inverse de ce que croyaient les vendeurs de vélos, qui disaient c'est la fin de mon activité, en fait elle est multipliée par 2 ou 3 dès lors qu'on ouvre un programme, parce que ça incite à faire du vélo. Et vous avez fait allusion aussi à un travail technique, technologique propre à JC2Co. Vous faites tout en interne ou vous vous appuyez aussi ponctuellement sur des entreprises, comme on a vu précédemment, Bulan ou d'autres, régionalement? Vous faites tout en interne? Alors, la recherche et développement est faite en interne. Nous avons 200 ingénieurs qui travaillent sur tous nos sujets de mobilier urbain, dont les vélos en libre service. En revanche, évidemment, on va faire appel dans de nombreux cas à des PME, à des ETI. Sachez qu'en France, nous travaillons avec plus de 1700 entreprises locales, alors sur l'ensemble de nos activités, mais y compris les vélos, pour faire appel à leur savoir-faire sur des sujets qui sont des sujets que nous ne maîtrisons pas. Mais dès lors qu'il s'agit du vélo et des infrastructures, on préfère en contrôler et le développement, la fabrication, l'installation et l'entretien-maintenance. D'accord.
Madame Fraîche, Monsieur Acera faisait allusion au développement des infrastructures. Je sais que la métropole est très volontariste aussi là-dessus. Donc, quels sont les projets à venir à moyen terme pour poursuivre l'élan sur les mobilités? Alors la prochaine étape, au-delà des projets, c'est d'apporter une réponse aux 300 000 personnes qui sont directement impactées par l'aire d'attraction de Montpellier. En fait, on est un territoire qui a la particularité d'avoir un territoire administratif qui n'est pas le territoire pertinent et qui n'est pas le territoire de l'aire urbaine de Montpellier. On a une métropole qui fait maintenant plus de 500 000 habitants, alors que son aire d'attraction, finalement le territoire vécu, là où les gens finalement habitent, consomment et vont travailler, c'est un territoire de 800 000 habitants. Résultat des courses, nous, finalement, les métropoles, elles ont tout pour agir. Elles sont autorités organisatrices de la mobilité, ça veut dire qu'elles peuvent mettre en service des lignes de bus, des lignes de tramway, et en plus elles sont gestionnaires de la voirie, donc elles peuvent faire des pistes cyclables. Donc j'ai envie de dire, si on a envie d'avoir une politique volontariste quand on est élu de la métropole sur la mobilité, et qu'on s'en donne les moyens, c'est tout à fait faisable d'un point de vue administratif et juridique. Par contre, sur les autres territoires, les hors métropolitains, la question de la gouvernance des mobilités, c'est une question qui est majeure. Parce que vous avez plusieurs niveaux de collectivité, que ce soit les communes qui n'ont pas cette compétence, les communautés de communes, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines. Alors, et dans ce patchwork, on a des territoires qui sont soit AOM ou qui ne le sont pas. Ensuite, vous avez des territoires qui ne sont pas gestionnaires de la voirie, vu que c'est le département, le conseil départemental, qui est gestionnaire de la voirie départementale. Résultat des courses, vous n'avez pas les coups des franches, vous n'avez pas les moyens, en termes de gouvernance, de pouvoir assumer des politiques publiques qui par exemple répondraient à l'aspiration des citoyens pour lesquels vous êtes les représentants. Donc là, il y a effectivement un sujet qui n'était pas forcément dans l'ADN de ce territoire, parce que nous avons une histoire intercommunale qui est conflictuelle depuis une quarantaine d'années. C'est évidemment pas de tramway jusqu'à la mer, un arrière-pays hérolté qui s'est énormément développé, et c'est très bien. Effectivement aussi peut-être une peur du logement social, parce que il faut le dire aussi, dès qu'on s'éloigne de la centralité, on a effectivement des taux de production de logements sociaux qui sont extrêmement faibles. Résultat des courses, on a une concentration de ces problématiques dans les zones urbaines, beaucoup moins. Voilà. Donc il faut effectivement partager tous ces sujets, et donc c'est le sens du service express régional métropolitain, dont l'épicentre est la question du dialogue interterritorial entre la métropole et les territoires voisins qui composent en fait une entité cohérente. Et en ce sens, Montpellier a rattrapé son retard. Personne n'aurait misé, j'ai envie de dire, un copec sur nous. Et nous avons fait partie des territoires les premiers labellisés au mois de juin, le 27 juin exactement, par le précédent ministre des Transports, Patrice Vergrit. Et hier à Strasbourg, le nouveau ministre des Transports, François Durovray, excusez-moi, qui est le président du conseil départemental de l'Essonne, a cité Montpellier et a cité le CERN de Montpellier. Ça montre combien la dynamique est là, et pour nous c'est évidemment l'étape prochaine, c'est de pouvoir offrir aux 300 000 personnes qui vivent hors métropole une alternative aux embouteillages qui aujourd'hui pourrissent leur quotidien, parce qu'ils se retrouvent 1h30 dans les embouteillages en entrée de ville. Et vous imaginez bien que ceux qui disent que c'est à cause de 3 pistes cyclables que les gens mettent 1h30 pour rentrer à Montpellier sont complètement à côté de la plaque. La situation, c'est quoi? C'est une croissance démographique extrêmement importante. J'ai envie de dire des deux côtés. Vous avez 2% d'augmentation de la population à Montpellier, et vous avez des taux similaires sur toute la vallée de l'Hérault. Entre Gignac, Saint-Paul-et-Valmal, Vendémian, jusqu'à l'Odève, vous avez des taux à peu près entre 1,7 et 2% de croissance. Donc forcément, plus il y a de population, les entrées de ville ont été n'ont pas changé depuis à peu près 40 ans. La 75, et Montpellier fait partie des territoires qui n'ont pas de contournement. Nous sommes la seule métropole française de cette dimension à n'avoir aucun contournement routier. Alors moi, certains des fois me disent: ah mais Madame Fraîche, regardez, dans telle ville ils arrêtent leur contournement. Oui, mais parce qu'ils en sont à leur 2e voire 3e. Nous aujourd'hui on n'en a aucun.
Voilà, donc nous défendons les mobilités décarbonées, mais nous défendons aussi, en fait, la finalisation du contournement, parce que cette circulation de transit, aujourd'hui, elle est où? Elle est dans les quartiers de Montpellier, à proximité de là où les gens habitent. Et le premier critère de la pollution de l'air, c'est évidemment le nombre de voitures. Mais le premier critère, celui sur lequel on peut agir, c'est éloigner la pollution de là où les gens habitent. C'est l'indicateur du dépassement des seuils réglementaires à proximité des habitations. Et donc, si on fait un contournement, je ne dis pas qu'on va diminuer le flux automobile. Là, il y a beaucoup de littérature là-dessus, sur le trafic induit et tout. Mais par contre, on va l'éloigner de là où les gens habitent. Et donc, on apportera une première réponse à la santé publique des populations. Et est-ce qu'une deuxième réponse avait été évoquée par le président de la République il y a 2 ans, 3 ans, sur les TER métropolitains? C'est une piste à moyen terme, voire à long terme. Ça. Bien sûr, on pourrait en parler très longtemps. Dans le service express régional métropolitain, il y a évidemment 2 axes ferroviaires. Le premier qui a été réalisé, c'est le contournement de Nîmes-Montpellier, et le second, c'est la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, dont le premier tronçon interviendra en 2034. Voilà, c'est ça le ferroviaire. Et donc, nous, ce que nous avons décidé, et c'est la marque de fabrique de notre CERM, c'est de dire, les gens, en fait, ce qu'ils veulent, c'est des solutions aujourd'hui. Pour leurs arrière-petits-enfants, c'est super, mais ça ne va pas régler la problématique de leur quotidien. Donc en fait, nous, on a tablé notre CERM sur des cars à haut niveau de service, des cars express. Le CERM, pardon. Le CERM, c'est le service express régional métropolitain. Et donc en fait, conjointement avec la région Occitanie, avec qui on fait un travail formidable, et le conseil départemental de l'Hérault, on est main dans la main avec SNCF Réseau, SNCF Gare et Connexion, et 8 intercommunalités. On a 2 branches ferroviaires, et on a identifié 7 branches routières pour aller à Ganges, pour aller à Gijon, pour aller à Sommières, pour aller à Saint-Mathieu-Tréviers, pour aller jusqu'à Gignac. Il faut faire des pôles d'échange multimodal avec des lignes de cars à haut niveau de service, et il faut opérer un partage de voirie. Aujourd'hui, on critique la route, mais c'est pas la route le problème. On a un réseau français routier exceptionnel en Europe. Utilisons-le, parce que la route, son problème, c'est pas la route, c'est ce qu'on y met dessus. Si vous y mettez que des personnes seules dans les voitures, ça crée des embouteillages. Si vous mettez du car express très bien cadencé toutes les 20 minutes, en opérant un partage de voirie avec des lignes réservées qui permettent de relier Gignac à Montpellier en 20 minutes, soit au PEM Mosson, soit au PEM Occitanie, vous apportez une réponse crédible aux gens, qui est rapide et qui en plus est soutenable financièrement. Ceux qui racontent qu'on va pouvoir réouvrir des lignes de chemin de fer partout, je suis désolé, aujourd'hui c'est utopique et c'est une question de posture. Bien sûr qu'on peut réouvrir certaines lignes de chemin de fer, mais dans certaines situations, surtout sur les problématiques de moyenne distance, il faut utiliser le car express parce que c'est une réponse qui est soutenable financièrement et surtout qui est rapide. Et les gens, ce qu'ils veulent, c'est que la politique, en fait, elle soit pas seulement dans les mots, mais qu'elle soit aussi dans les actes et qu'on leur apporte du concret vis-à-vis de ce qu'ils vivent tous les matins et le soir pour rejoindre leur domicile. Monsieur Asserab, justement sur le quotidien, vous parliez tout à l'heure des vélos, des pistes cyclables aménagées dans les villes, mais JC Decaux, c'est aussi le spécialiste du mobilier urbain, et donc JC Decaux travaille aussi sur les abris voyageurs. Avec quelles ambitions environnementales sur les abris voyageurs? Alors c'est une question importante. Avant, peut-être, je rappelle que le mobilier urbain, les abris voyageurs ont une fonction un peu primaire, je dirais de protection, ce qui va de soi pour un abri voyageur, mais aussi d'identification spatiale. Je prends mon modeste exemple, je sortais hier de la gare de Montpellier, réflexe indécrottable de Parisien, je regarde si je vois pas un taxi passer, mais en fait pas du tout. J'identifie les 2 stations de tramway grâce au mobilier urbain. Et ensuite, il y a l'information voyageur associée à ce mobilier urbain, qui fait que je sais immédiatement quel est le numéro du tramway qui va y passer et dans combien de temps. Et j'ai renoncé immédiatement, avec mon collègue ici présent, Guillaume Bachelet, à prendre un taxi pour se dire mais le tramway est la bonne solution. En plus, c'est gratuit, donc ça fait que des bonnes nouvelles. Donc, fonction d'identification spatiale, fonction d'information. Je vous coupe tout de suite, pas pour les noms métropolitains. Ah bon, d'accord. Bon, bah, je vous dois. Non, vous avez fraudé. Il fallait payer. Et en plus, non, mais moi j'étais étonné de ne pas payer en plus. Je me suis dit, mais. Et on s'est dit, à qui on va payer? C'est une fraude de bonne foi. Non, mais c'est pas grave, juste 5 euros que je vous laisserai avec plaisir, madame, si je dois contribuer. Mais, mais vous le dites, ça reste entre nous, bien sûr, cette triste affaire. Ça sortira pas de la salle. Ah, je pensais que c'était gratuit pour tout le monde. Non. N'en parlons plus. Mais en fait, ça me revient, je crois qu'on a pris un ticket.
Donc, ouais, non, c'est pas possible. Ah si, Ah si, Madame Fraîche me confirme que si. il y a toujours des tickets. Bon, pour revenir à votre question sur l'environnement, je vous parlais de nos ingénieurs à plaisir. Donc, ils travaillent en effet aujourd'hui sur des nouveaux concepts de mobilier urbain. Je vous en donne deux, à titre d'exemple. Le premier, c'est l'abri en bois. C'est un retour de matériaux biosourcés, puisqu'il est fabriqué à hauteur de 81% sur la base de matériaux biosourcés, et il divise par deux son empreinte environnementale par rapport à un abri classique. Un deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle l'abri upcyclé. Alors, ça veut dire quoi? Parce que c'est un terme un peu anglophone. Ça veut dire qu'il est intégralement réalisé à partir de matériaux de récupération de tout type et de toute industrie. Ce qui veut dire qu'ici, s'il y a des entrepreneurs qui ont des matériaux de récupération à nous offrir parce qu'ils ne savent pas quoi en faire en grand nombre, on est preneur parce que ça va nous permettre de concevoir un abri upcyclé. Et je vous ai apporté dans ma petite poche, donc que j'ai transporté en tramway sans les déclarer non plus, deux petits objets que vous ne voyez pas, donc il va falloir me faire confiance. Je vais vous les décrire. C'est d'un côté de la poudre de peinture qui est récupérée dans tous les ateliers de peinture, et nous en faisons avec cette poudre qui est habituellement jetée la peinture de nos mobiliers urbains qui vont être conçus. Le deuxième, c'est un morceau de toile événementielle qui va permettre de faire l'étanchéité du toit d'abribus, dont le toit réel est en bois. Donc on voit bien que ce n'est que de la récupération qui permet de faire cet abribus, et il est par ailleurs dessiné comme les autres par des grands designers, en l'occurrence ici Jean-Michel Villemotte qui travaille avec nous. Donc ça, c'est en termes de conception. Et en termes d'utilité pour les citoyens, pour le grand public, on a innové à deux niveaux majeurs très récemment. C'est d'abord l'abri fraîcheur. L'abri fraîcheur, c'est quoi? C'est un abri qui, par un système de circulation naturelle d'eau, va permettre de faire baisser la température sous abri de 6 à 8 degrés par rapport à la température ambiante autour de l'abri. Alors quand il fait 32 degrés à Montpellier, par exemple, sous l'abri, si demain on équipait ce système, il fait 6 à 8 degrés de moins. On sait que les populations sont de plus en plus âgées, qu'elles doivent se reposer, qu'elles doivent se rafraîchir. Le fait de pouvoir s'asseoir quelques instants sous un abri avec une température qui a baissé d'autant, c'est très important. Premier exemple. Le second exemple, c'est l'abri filtré eau. Et là, c'est par un système de végétalisation de la toiture et de ventilation naturelle qui permet cette fois de dépolluer l'air sous l'abribus, là aussi dans un rayon très court, mais qui permet d'avoir une dépollution sous l'abribus. Et donc on travaille beaucoup sur ces sujets environnementaux. Et pour conclure, je vous donnerai un chiffre. Vous savez qu'il y a une nomenclature européenne qui définit quelles sont les activités qui sont favorables à l'environnement. Cette institution a considéré que 48,2% de notre activité dans le monde est vertueuse pour l'environnement. Alors on a encore du chemin à parcourir, mais ça montre que la tendance est la bonne. Et justement, les nouveaux abris environnementaux là, que vous avez décrits, vous en avez implanté en France, en Europe déjà? Alors ils sont en ce moment en test à Madrid, parce qu'il y a une température excessive à Madrid et ça nous permet de mesurer des choses très concrètes. Ensuite, il faut qu'un marché public l'autorise. C'est-à-dire qu'il faut, il faut que l'idée que vous n'ayez pas dans une ville 100, 200, 300 abris exactement identiques parce que issus de l'upcycling fasse son chemin. Aujourd'hui, on a une unité esthétique, on a une unité de design. Peut-être que demain, il faudra accepter quelques différences, mais c'est pour le profit de la planète et de l'environnement. Christelle Guillon, beaucoup d'initiatives, on l'a vu avec M. Asseraf et Mme Fraîche, semblent fonctionner dans un contexte urbain, voire de grandes villes, de grandes métropoles. Mais est-ce que des initiatives fonctionnent aussi pour les territoires ruraux? Et avez-vous des exemples avec la REC? Oui, tout à fait. Effectivement, souvent, c'est plus facile de raisonner sur les territoires qui sont assez denses. Mais voilà, souvent, il y a besoin de solutions encore plus là où c'est en territoire plus rural. Un exemple qu'on peut donner, c'est par exemple
comment on peut accompagner le PNR de l'Aubrac avec donc on revient sur l'aspect train, mais du coup qui est traversé par une ligne ferroviaire et du coup qui mène un vrai travail pour essayer d'augmenter l'utilisation et l'attractivité de cette ligne ferroviaire. Et voilà, donc c'est une réflexion assez large sur que ça puisse être des parkings touristiques à vendre, comment l'attractivité, l'accueil au niveau des gares, la mise à disposition de l'information, le fait de faire une continuité sur des véhicules décarbonés, de mettre à disposition des véhicules, des vélos, des véhicules intermédiaires, en tout cas des véhicules globalement plus durables pour pouvoir finalement envisager du tourisme sans voiture, un séjour sans voiture. Ouais, donc ça c'est une réflexion qui est en cours avec du coup un choix qui va être fait sur un certain nombre d'expérimentations qui seront faites. Et puis la région intervient aussi sur les micro-missions qui sont plutôt sur des territoires où du coup c'est la région qui porte la compétence mobilité, donc du coup des territoires ruraux. On voit que les projets mobilité c'est long, c'est complexe. Des fois les collectivités mettent en place des services et puis finalement on finit par être un peu déçus parce que c'est pas autant utilisé qu'on le souhaiterait alors que le service est bon. Et il y a un vrai travail du coup d'accompagnement de ces territoires à identifier et bien calibrer le besoin de l'usager, bien comprendre les caractéristiques du territoire, des habitants, effectivement quand c'est touristique, quand c'est montagneux, quand la population est plutôt active ou plus âgée ou des jeunes sur des problématiques de mobilité scolaire. Et en fonction de tout ça, c'est pas les mêmes réponses qui seront apportées. Donc il y a à la fois un travail d'expérimentation, voilà, donc sur des sujets plus ruraux, ça peut être de l'emport de vélos dans les autocars, des services de covoiturage plus dédiés aux territoires qui soient peu denses, et puis un vrai rôle aussi de création d'acteurs, d'un réseau local d'acteurs sur la mobilité, parce qu'on voit bien que les compétences ne sont pas simples, c'est transversal, c'est partagé, il y a des services qui s'occupent de la solidarité, qui s'occupent du tourisme, qui sont aussi impliqués par la partie mobilité, et du coup c'est faire dialoguer tous ces services ensemble pour que la réponse collective soit pertinente. Et diriez-vous, du fait de travailler sur l'hyperurbain et le rural, qu'il y a une aussi grande attente des ruraux de changement de mobilité qu'en mode urbain? Les gens sont autant en attente que dans un environnement très urbain? Oui, tout à fait. Il y a des besoins. C'est plus difficile aussi parce que voilà, la voiture est plus... paraît plus indispensable en milieu rural, et du coup il y a encore plus ce besoin d'inventer des nouvelles solutions qui seront adaptées et qui permettront à la fois de réduire la voiture ou de trouver des solutions alternatives plus durables. Bien sûr, merci. On va prendre quelques questions dans la salle, s'il y en a, j'espère. Je ne sais pas, la première est toujours la plus difficile, comme disait Olivier. Je vois une main là-haut. Bonjour à tous. Merci en tout cas à vous pour porter des projets de mobilité qui sont complexes et longs, ça je veux bien le croire. Mon interrogation était la suivante, c'est qu'effectivement quand on construit des modèles de villes durables, on s'inspire d'autres modèles, comme vous l'avez dit Madame Fraîche, on fait des tentatives et puis on fait aussi des erreurs. Et c'est normal parce qu'il faut faire des choix, on fait des erreurs de phasage. Comme c'est long et complexe, il faut faire les choses dans le temps. Donc ma question, c'est, vous l'avez dit Madame Fraîche, il faut être en capacité de revenir en arrière sur les erreurs qu'on fait. Je veux bien le croire. Donc quand il y a des concentrations de problèmes, comment on gère ça? C'est-à-dire que vous connaissez la problématique des 4 boulevards où toutes les problématiques sont concentrées. On a énormément d'automobilistes, donc beaucoup de dangers pour la santé. On a beaucoup de cyclistes, on a beaucoup de familles. Donc, à quel moment on se dit qu'on revient en arrière? J'ai bien compris votre intervention sur le COM, mais c'est loin. Comment on fait au quotidien pour retrouver une vie normale et qui va dans cette ville durable qui est censée être agréable? Voilà. Oui, merci pour votre question. Oui, je connais très bien la problématique et connais très bien effectivement la problématique des boulevards. Alors,
moi, je ne les appellerai pas les 4 boulevards, vous le savez, mais on ne va pas revenir là-dessus. Il y a effectivement un sujet particulier sur Rabelais et Orient, parce qu'il a fait l'objet d'une mise à double sens. Ce n'est pas le cas pour Vieux-Saints et Berthelot, mais bon, dans la salle, tout le monde n'est pas au fait effectivement, de cette situation très locale. Aujourd'hui, en fait, ce n'est pas qu'on veut revenir en arrière, parce que revenir en arrière, ça serait réouvrir Albert Dubout, ça serait réouvrir Frédéric Fabrège, et ce sont en fait deux voies qui devait être fermé. Dubout, je l'ai dit à de nombreuses reprises, parce que c'était l'axe le plus accidentogène de la métropole depuis ces 30 dernières années, et la rue Frédéric Fabrège, parce qu'elle passait au milieu, c'était une ligne droite qui passait au milieu voilà, d'un quartier, et donc il fallait la fermer. Et Albert Dubout, il y a un collège qui est au bord d'Albert Dubout. C'était d'ailleurs une ancienne voie de chemin de fer qui a été transformée dans les années... l'ère de Pompidou en voie entrante, et il y avait effectivement 30 000 véhicules jour. Il y avait aussi des problèmes de santé publique, c'était une fracture territoriale, d'un côté un territoire très favorisé, et de l'autre un quartier. Et donc le fait d'avoir pu agir aussi sur Dubout, je ne nie pas les difficultés que ça a généré sur le boulevard Rabelais, j'en suis tout à fait consciente, mais il ne faut pas revenir en arrière, c'est difficile, parce que revenir en arrière, ça serait revenir en arrière sur Albert Dubout et Frédéric Fabrège, ce que nous ne souhaitons pas et ce que nous assumons politiquement. Ça ne veut pas dire que la situation dans laquelle vous êtes est satisfaisante. Effectivement, ça ne l'est pas. Bon, il y a des exagérations de chiffres, mais il n'en reste pas moins que la situation n'est pas confortable. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on continue à travailler sur le contournement ouest de Montpellier. Il y a beaucoup de gens qui manifestent à vos côtés, qui sont contre le contournement ouest de Montpellier. Donc là aussi, il y a effectivement une recherche de cohérence à faire. C'est-à-dire qu'on peut pas, on peut pas dire pas chez moi, chez les autres. Parce que effectivement, si on trouve une solution, parce que vous n'êtes pas les seuls endroits dans la ville où il y a une très forte circulation. Je pourrais vous citer beaucoup d'autres axes où aujourd'hui il y a une question effectivement d'intensification du trafic avec toutes les externalités négatives que ça peut engendrer. Donc aujourd'hui, il faut ce contournement ouest de Montpellier et ça prend du temps. Effectivement, on n'a pas une baguette magique, et je ne suis pas en capacité de vous dire aujourd'hui que dans les mois qui vont venir, on va apporter une solution. Ça prendra un peu plus de temps. Nous avons lancé des études, vous le savez, aussi bien sur le carrefour des Prés d'Arène, sur les entrées de ville, notamment à Montpellier-Est, sur le rond-point du Zénith. Et la solution interviendra, mais peut-être pas dans les délais que vous espérez. Merci. On va prendre une deuxième question. Je vois des mains qui se lèvent. Monsieur. Bonjour à tous, Olivier de Broissia, Module Auto. J'étais content de voir qu'on parlait de pragmatisme vis-à-vis de la mobilité, parce que c'est bien d'avoir effectivement des objectifs techniques ambitieux, mais effectivement qui mettent toujours du temps. Et je profite effectivement de cette occasion pour parler aussi d'une solution qui s'appelle l'autopartage et qui permet d'utiliser ce qu'on a en nombre aujourd'hui, même en trop grand nombre, dans les villes et, et ailleurs, pour pouvoir utiliser la voiture autrement, c'est-à-dire en la partageant, en mettant, ça ressemble un petit peu à ce dont vous parliez tout à l'heure, qui est de proposer des stations où on peut finalement partager des véhicules. Donc la métropole de Montpellier nous a beaucoup aider pour pouvoir développer notre réseau, mais on a aussi des problématiques rurales qui commencent à venir. Et on s'est installé à Juniac, et ce dont vous parliez tout à l'heure, effectivement les véhicules intermédiaires peuvent être intéressants, mais il peut aussi y avoir, c'est vrai que le comportement des gens est lent à se modifier, donc quelquefois il faut pouvoir passer par une étape où déjà ils vont utiliser la voiture autrement, parce que c'est un objet qu'ils connaissent déjà, pour aller encore plus loin ensuite, quoi. Voilà. Merci monsieur. Une question. Je vois une main, deux mains. Bonjour, je suis Virginie Pruvot. Je travaille pour la société Esteban. On est basé à l'ouest de l'agglomération.
En tant qu'entreprise, on est conscient que le déplacement de nos collaborateurs est certainement l'impact environnemental le plus prégnant. Quels conseils, quelles démarches, au-delà de l'information, des bornes électriques qu'on a installées, des garages à vélo, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour favoriser les mobilités douces de nos collaborateurs qui sont certes très lentes à changer parce qu'ils n'ont pas tous accès au réseau des transports publics? Alors, une réponse rapide, Madame Fraîche, s'il vous plaît. Alors, très rapide. Pour moi, c'est effectivement le sujet central. C'est-à-dire que si la politique des mobilités, on s'en tient à un discours incantatoire, yaka faucon, en fait, c'est vraiment une voie de garage. Par contre, si on arrive à démultiplier la stratégie mobilité à l'échelle de l'entreprise, et c'est, à mon avis, c'est effectivement la clé du succès. Le premier poste que nous avons recruté à la métropole, c'est un chargé de mission sur le développement des plans de mobilité employeurs. Nous avons multiplié par 6 le nombre d'entreprises que nous accompagnons au quotidien, avec lesquelles on définit une cartographie en fonction de d'où viennent vos salariés, quels sont leurs temps de trajet, quelles alternatives il y a à proximité, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour peut-être changer un itinéraire bus parce qu'on n'aurait peut-être pas eu dans le scope que telle entreprise s'était installée dans tel quartier. Voilà. Donc vraiment, on est à la disposition des entreprises, on a 2 chargés de mission sur les plans de mobilité employeurs, il faut nous contacter, on fait un service sur mesure, et en plus du coup l'entreprise dans le cadre de sa politique RSE définit un référent mobilité qui lui a la capacité de pouvoir développer des actions au plus proche, parce que la mobilité en fait c'est 2 choses, c'est vraiment du hard, des grandes infrastructures, et ensuite c'est quelque chose de très intime où on change vraiment les habitudes des gens au quotidien, et les gens en fait des fois ils se sentent un peu heurtés par ces politiques où on dit il y a qu'à faucon, faut prendre le vélo, faut ci, faut mi. Nous on dit pas ça, nous on met en place des alternatives, et ensuite libre aux habitants de pouvoir, conformément à son mode de vie, la composition de son ménage, ses contraintes, du coup choisir le mode qui s'adapte le plus à son besoin. Donc vraiment les entreprises ont ce modèle-là, le partenariat public-privé pour moi il est absolument fondamental, d'autant que c'est grâce aux entreprises, à travers le versement mobilité, les entreprises de plus de 11 salariés qu'on finance la compétence mobilité, donc c'est un juste retour des choses que ces politiques de mobilité soient au maximum adaptées aux besoins des entreprises sur le territoire. Merci beaucoup, Madame Fraîche. Merci pour vos questions. Nous allons conclure cette table ronde. Merci à vous 3 d'y avoir participé. Merci au public. Et rendez-vous à 11h pour l'inauguration et la prochaine table ronde. Merci beaucoup.